À quel point ça, c'est une idée reçue que la montagne, c'est un peu un truc maudit où on évite, c'est dangereux. On reste plutôt en vallée généralement. Bah, il y a toujours eu des gens dans la montagne. On a retrouvé Ötzi, là, un chasseur de la préhistoire qui est mort En Autriche, je crois, on l'a retrouvé. En Ouais. limite Autriche, Italie. Alors je sais plus combien c'est d'altitude, enfin plus de 3 000 mètres d'altitude. Donc c'est assez incroyable. Ça veut dire que la montagne, elle n'arrête pas les gens. Mais déjà, quelle est l'époque? En fait, quand on a commencé à préparer, on s'est rendu compte que déjà, on n'y connaissait pas grand-chose. On a essayé de représenter sur la table. On peut voir les tables ce soir, vous allez voir, elles sont Ouais, c'est magnifiques. magnifique. Oui. Elles sont magnifiques. On a une frise tout en haut. Une frise qui est à l'échelle. Et j'en ai trouvé très peu des frises historiques à l'échelle. Ah oui. Donc on a l'Antiquité alors qui s'éloigne beaucoup plus de la table. Et puis on arrive au Moyen Âge en 476. Et il dure jusqu'en 1492. Déjà, Ouais, ouais. première question, à quel point ces dates font consensus? Parce que c'est une convention plus Oui. un vrai changement. Oui, oui, effectivement des repères, on va dire, des bornes qui sont un basculement à certains endroits de la planète, pas à d'autres. Donc ça parle pour certaines civilisations, pas pour d'autres. Disons que c'est un grand changement qui a des conséquences. Chute de l'Empire romain, de découverte d'un nouveau continent, l'Amérique, en 1492, qui marque ce qu'on a appelé des périodes historiques. Donc Antiquité, Moyen Âge, époque moderne, et c'est vrai que là le mot moderne pose un peu question, puis époque contemporaine après la Révolution française en 1789. Et moi je m'intéresse à l'époque moderne, donc c'est une époque mal comprise. Les Parce que, gens croient souvent que quand tu dis que tu t'intéresses à l'époque moderne, ils disent ah oui, la Seconde Guerre mondiale et la oui, c'est guerre ça. froide. Ben oui, parce qu'on l'utilise aussi pour qualifier cette période qu'est la nôtre, l'époque dans laquelle on vit. Et en fait, ça veut dire moderne, ça veut dire nouveau. Donc l'époque moderne ou les temps modernes, c'est juste les temps nouveaux, des nouveautés qui surgissent et qu'on confond avec la Renaissance, qu'on a appelé la Renaissance, qui est une redécouverte de l'Antiquité. Oui, elle Euh, redevient à la mode, c'est ça. qui Enfin, c'est redevient à la mode. Alors, elle a jamais été complètement non plus perdue de vue, mais là, elle devient très visible, très à la mode, effectivement. Là, on redécouvre des textes, on redécouvre des auteurs, des techniques, des manières de penser. Donc, tout ça crée une sorte d'ébullition qui va toucher tous les domaines de la société, des arts à l'armée, du pouvoir dans sa manière de s'exercer, à l'église. Enfin, tout le monde est touché tout le monde par est touché par. ce courant qui est accentué par l'imprimerie, qui naît avant 1492, mais évidemment, c'est pas le 1er janvier 1492 que tout change. Donc, tout ça, ce sont des transitions lentes qui se superposent et l'imprimerie, donc c'est déjà avant, mais l'imprimerie va donner un écho sans précédent à toutes ces idées qu'on agite À, désormais. à la circulation des savoirs et faire. Ouais. Ouais, Circulation des savoirs, des idées orthodoxes, on va dire, fidèles à une doctrine, ou hétérodoxes qui remettent en cause la doctrine, ce qui sera le cas du protestantisme, par exemple. Ah oui, c'est à cette époque-là qu'on commence à voir. Ouais, 1517, c'est ça. effectivement, autre date charnière. Autre date importante. Le... Et toi, tu es spécialiste spécifiquement de la première modernité, c'est C'est ça? ça, c'est comme ça qu'on dit, oui, la Et première pourquoi modernité. première modernité? Bah parce qu'en fait, cette première modernité, on va dire qu'elle va de la fin du 15e au début première moitié du 17e siècle, avant que des choses plus stabilisées, plus normées, y compris dans la langue française, par exemple avec l'Académie française, se mettent en place, que l'État prenne une place beaucoup plus importante, sous Louis XIV par exemple, qu'avant. Ou avant, on parle un peu d'une civilisation de l'à peu près. Les choses sont approximatives. Ah oui. L'âge, tout ça n'est L'heure? pas très. Ben oui, parce que tout le monde n'a pas une montre à son poignet ou il n'y a pas des horloges partout. Donc tout ça est approximatif. Là,
on se reconnaît dans le regard de l'autre beaucoup. Il n'y a pas de papier d'identité ou de choses. Tout ça viendra beaucoup plus tard. Et cette époque-là voit justement l'émergence de systèmes plus stables, par exemple sur l'heure ou l'identité. Progressivement, Progressivement, tout oui, à fait, tout se tout fait à pas fait. d'un coup. Progressivement, les choses se tissent et se figent Oui, c'est également ça. de manière C'est à pas ce qu'elle s'organise plus, c'est qu'elle se fige. elle s'organise autrement Oui. en se figeant, effectivement. On met plus facilement les gens dans des cases et on construit des palais très rectilignes. Et il y a beaucoup moins d'asymétrie. Enfin, il y a l'art baroque qui est encore quelque chose d'extraordinaire au XVIIe siècle. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui deviennent très, très figées, on va dire. C'est pour ça que moi, je préfère la période, cette première modernité, où on a l'impression qu'il y a plus d'approximation, presque d'improvisation, quelque part, dans la manière de penser le monde. C'est-à-dire, on a, c'est plus hétérogène, il y a plus de manières différentes, de conceptions différentes. C'est. Est-ce que c'est plus hétérogène? Je ne sais pas. Mais on avance plus peut-être à tâtons, avec moins de certitudes, ou les certitudes ne sont pas au même endroit. Là, on a une carte sous les yeux. On a voulu représenter une carte parce qu'on s'est dit, c'est quoi le contexte à l'époque? Alors, le contexte politique, une carte permet un peu de comprendre, mais aussi le contexte social. On a commencé à en parler, d'essayer un peu comprendre l'époque dont on va parler ce soir, avant de parler de montagne et de comment on a un roi de France qui va demander à ce qu'on aille au sommet d'une montagne qui, aujourd'hui encore, quand on la regarde, semble complètement inaccessible. Et qui était d'ailleurs surnommé le Mont Inaccessible. Absolument. Avant de parler de ça, qu'est-ce qui se passe dans cette époque, à ce moment-là, ces grands changements qui arrivent? On a représenté une frise aussi avec un peu les principaux rois de France, Charles VIII, Louis XII, François Ier. Le dernier, tout le monde le connaît. Cette fameuse date de 1492, qui est la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, mais qui est aussi une date qui va beaucoup nous intéresser aujourd'hui parce que je ne sais pas à quel point c'est un hasard que ce soit la même date, mais c'est la première ascension du Mont Aiguille que tu as étudié, que toi aussi, d'ailleurs, tu as participé à étudier. De fait, tu as filmé les recherches de Stéphane sur le sujet. À quel point ça, c'est déjà un hasard que cette date coïncide, je ne sais pas. La première fois que je l'ai lu, je me suis dit, est-ce que c'est une réponse du roi de France à la découverte de l'Amérique ou pas du tout? Eh bien non, parce qu'en fait, c'est avant. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que l'Amérique, c'est au mois d'octobre 1492, et le Mont-Aiguille, c'est au mois de juin 1492. Donc c'est avant. C'est avant. Mais là où tu as raison, c'est que il n'y a quand même pas complètement un hasard, c'est qu'on est dans une période où on se met à explorer le monde d'une manière extraordinaire, où des rois au Portugal, en Espagne, vont lancer des équipages, des missions pour aller repousser les limites du monde connu. On fait des cartes, on essaye de découvrir des richesses, des routes maritimes nouvelles. Donc on fait progresser les savoirs, on fait progresser l'économie. Et en même temps, ce qu'on cherche à trouver finalement, c'est soi-même, c'est l'homme, c'est mieux connaître qui on est. Et alors, on connaît évidemment la découverte de l'Amérique, entre guillemets, en 1492. Oui, parce qu'il ne le savait pas forcément, c'était les Indes. Alors lui, il pensait que c'était les Indes, effectivement, et qu'il avait trouvé une nouvelle route pour aller jusqu'aux Indes, en Chine, etc. Et en fait, le roi de France, Charles VIII, c'est un peu la même logique qui le pousse à dire un mont inaccessible, donc une limite qu'on nous impose, que la nature nous impose. Est-ce que moi, roi de France, je ne serais pas quand même capable d'avoir des hommes capables d'aller jusqu'au sommet de cette montagne et d'explorer un territoire inconnu? On a peut-être une image à montrer en régie. Je sais qu'ils n'avaient pas prévu de la montrer tout de suite, mais juste une image du Mont-Aiguille pour se rendre compte à quel point déjà cette montagne est sublime et surtout à quel point ça n'a aucun sens d'aller au sommet à cette époque-là, d'autant plus. Déjà aujourd'hui, je connais des gens qui sont allés au sommet. Je suis en présence. T'es allé au sommet aussi, toi? Voilà, ça paraît déjà assez incroyable. C'est comme ça tout autour. Hein. Y a pas de. C'est une île en fait. Ouais, c'est une île. C'est littéralement une île. Ouais. Donc ça, c'est cette fameuse montagne dont l'ascension est en 1492.
à l'époque, tu parles de repousser les frontières, repousser les limites. C'est vraiment la volonté politique en fait des grandes puissances européennes à l'époque d'aller conquérir de nouvelles choses. Oui. Par démonstration de force ou par recherche de profit. Nouvelles routes commerciales, des épices, de l'or, de l'argent, tout ça, ça compte énormément. Stratégique, contourner les Turcs, l'Empire ottoman qui bloque la Méditerranée. Des motifs religieux, c'est-à-dire qu'on cherche aussi à cette époque à convertir absolument le plus de monde possible. On pense qu'il est absolument indispensable que tout homme sur la surface de la Terre ait entendu parler du message du Christ. Donc on envoie en même temps des missionnaires, des religieux, qui vont évangéliser, christianiser ces zones qu'on découvre. Et puis agrandissement des territoires des États européens, parce qu'on plante le drapeau partout où on découvre une terre, on dit c'est à nous, puisqu'on y met les pieds, il y a des gens dessus. On a même fait ça sur d'autres planètes, enfin d'autres corps célestes. Donc... Et c'est pas fini, je crois. Non, je crois pas. Je crois qu'on est qu'au début. Mais oui, d'accord, il y a vraiment cette volonté de revendiquer des terres, entre autres, pas que ça, mais est-ce qu'il y a un peu cette notion de défi aussi, de se dire on y va aussi pour le défi? C'est un défi, oui. C'est un défi en soi, parce que comme on l'a vu, la montagne, elle est très impressionnante. Elle est un défi aux hommes qui ne sont jamais montés dessus. C'est pour ça qu'on l'a qualifiée d'inaccessible. Et elle est représentée comme une véritable île, comme une sorte de forteresse, en fait, naturelle. Or, à l'époque, ce qu'on sait faire, c'est prendre des forteresses. Donc, oui, c'est vrai. C'est un peu le savoir-faire du roi et de ses hommes. C'est pas un hasard si c'est un homme de guerre qui va entreprendre la montagne. Donc, les Alpes, tu dis un truc intéressant, on cherche à les conquérir. À quel point la montagne, moi, j'ai souvent appris que jusqu'à la Renaissance à peu près, même un peu après, c'est quelque chose où on évite d'aller, la montagne. À quel point ça, c'est une idée reçue que la montagne, c'est un peu un truc maudit où on évite, c'est dangereux. On reste plutôt en vallée généralement. Il y a toujours eu des gens dans la montagne. On a retrouvé Ötzi, là, un chasseur de la préhistoire qui est mort en Autriche, limite Autriche, Italie. Alors je ne sais plus combien c'est d'altitude, enfin plus de 3000 mètres d'altitude. Donc c'est assez incroyable. Ça veut dire que la montagne, elle n'arrête pas les gens. Elle n'a jamais arrêté les gens. En tout cas, les Alpes n'ont jamais arrêté les personnes. Mais elle fait peur à cette époque-là. Mais elle peut faire peur, parce que c'est dangereux. Mais aujourd'hui aussi, il faut que ça fasse peur, la montagne. Oui, on y meurt en montagne, hélas. Et du coup, c'est un univers dangereux. Donc c'est pour ça qu'on l'a parfois un petit peu affublé de légendes un peu terrifiantes, de dragons, de démons qui pouvaient tuer les voyageurs. Donc elle fait peur, mais il y a toujours eu des gens qui ont habité, y compris en altitude, qui ont vécu. Donc ça n'a jamais été un désert complet, les montagnes. Et à la Renaissance, effectivement aussi, on va beaucoup y circuler, précisément. On circule déjà avant, hein, mais à la Renaissance, on circule beaucoup parce que les rois, et c'est ceux que tu as mis sur cette très belle carte, alors on en verra d'autres de cartes encore plus jolies. Oui, il y en a une après qui arrive qui est super belle. C'est remarquable, c'est fait à la craie. Hein, si vous aimez Tolkien, celle d'après, elle est folle. Et c'est fait à la craie sur une sorte de tableau. Ouais, on peut écrire dessus d'ailleurs. Tu peux noter des choses si tu as envie. J'aurais trop peur d'abîmer ce chef-d'œuvre. Mais les rois que tu as mentionnés, Charles VIII, Louis XII, François Ier, ce sont des rois qui vont circuler, effectivement, avec des milliers et des milliers d'hommes pour se rendre en Italie, pour faire ce qu'on a appelé les guerres d'Italie. Donc, ils vont franchir les Alpes avec leurs hommes. Charles VIII, Louis XII, ils vont même aller jusque dans le sud de l'Italie. Et le François Ier, lui, va aller dans le Milanais, là. C'est en jaune, le Milanais. C'est en jaune, voilà, il est là. Effectivement. Et bien, ça sera une expérience, là encore, sans précédent pour ces dizaines et dizaines de milliers d'hommes. J'ai lu quelque chose comme 30 000 hommes. Alors, oui, en une fois. Pour François Ier en 1515.
Ouais, voire 40 000 même, parce qu'en fait, Je vais- l'armée s'est un petit peu séparée. Le gros est passé 30 000 hommes à un endroit, puis 10 000 hommes encore qui sont passés ailleurs. Donc ça fait à chaque fois des milliers de... Et ça, ce sont les hommes C'est de des, guerre. c'est des énormes déplacements, oui. Et Des puis avec énormes la déplacements, il logistique, faut compter tous les animaux et puis tous les civils qui suivent ces armées. Donc en fait, ça représente énormément de monde, y compris des femmes, des enfants même, qui accompagnaient les guerriers, les mercenaires, qui franchissent les montagnes, donc qui ont une expérience des Alpes à ce moment-là. Et ça se répète. Et ça fait partie, plusieurs reprises. pas de la vie quotidienne, mais en tout cas, c'est quelque chose. Ça n'a rien d'exceptionnel dans le sens où ça se répète plusieurs fois. En fait, on a plein d'épisodes dans l'histoire des Alpes Oui, où il y a des traversées. Je connaissais avant cette émission, je connaissais surtout celle d'Hannibal, dont tout le monde parle, ouais, voilà. avec des éléphants, etc., mais d'une autre époque. Mais là, en fait, c'est quelque chose de classique. On a des Bah, documents qui nous montrent que c'est arrivé plusieurs fois de franchir des cols à plus de 2000 mètres d'altitude parfois pour aller en Italie, par exemple. Oui, ouais, tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que oui, il y a des moments qui sont exceptionnels, comme la première traversée de Charles VIII en 1494, la traversée de François Ier avec ses armures et ses canons en 1515. Mais c'est vrai que les expéditions se succédant les unes aux autres, on va s'organiser, on va tirer une expérience. Je te remets le micro. Ouais, merci. On va en tirer une expérience et une organisation logistique avec des étapes, une route. Donc tout ça, on sait faire, on sait de mieux en mieux faire. Mais ça reste quand même exceptionnel. C'est-à-dire que même Ouais. si tu as des gens en montagne à l'époque, c'était quand même incroyable d'imaginer des armées complètes Oui, et des chevaliers. Oui, c'est sûr. En montagne. C'est pas des commerçants qui vont passer un col pour Voilà. aller dans la vallée Oui, d'à tout à côté fait. C'est faire du sûr. commerce. Ouais. C'est sûr. On n'est pas sur les mêmes enjeux non plus. Ouais. On le verra ça juste après, mais d'accord. Donc en fait, les Alpes ont toujours été franchies. C'est pas un mur infranchissable, contrairement à ce qu'on Non, dit, non, non, non. parce que même Du une tout. armée de plusieurs dizaines de milliers d'hommes passe sans trop d'encombre, je sais pas. On verra ça, mais ça c'est ce que vous avez tenté de comprendre et de découvrir. Absolument. Mais du coup, il y a vraiment des échanges comme ça. À l'époque, les principales puissances, on a le royaume de France, Mhm. dont on va beaucoup parler aujourd'hui. L'Italie ressemble pas tellement à ce que j'imagine. Je suis vraiment un peu une quiche en histoire, malheureusement, où j'ai toujours du mal à comprendre. Quand on a dessiné la carte, j'étais là, mais ça ressemble pas du tout aux frontières que je connais, évidemment. Mais à quel point les personnes, si tu peux nous dire, je sais pas, qui est ami avec qui, par exemple, en Oui. gros. Bah oui, parce qu'en fait, ça change. Ça change, ça change souvent. très vite. Ouais. Mais c'est vrai que l'Italie n'est pas du tout unifiée à l'époque, donc c'est une sorte de... Elle est fragmentée en différents États, principautés, y compris le pape, hein, qui a des États au centre de l'Italie. On en a même. C'est Avignon. Alors là, oui, des j'imagine petits aussi. fragments, effectivement. Et tu as un royaume de Naples au sud, là, il y a la frontière apparemment. Le royaume de Naples, il y a Venise, évidemment, la République de Venise, extrêmement puissante, le duché de Milan. Il y a le duché de Savoie, qui est ici, apparemment en sombre. Donc tout a ça, une ce sont des carte, petits là. États. Alors en plus, il y a d'autres duchés, etc. Et Florence, Urbino... Oui, mais le duché de Savoie est en vert à gauche. Voilà, oui, voilà. Donc on voit à quel point tout ça est fragmenté. Et donc le roi de France, Charles VIII, il entre dans cette espèce de jeu de quilles presque qu'il va bouleverser. Certains États vont s'associer, vont s'allier à lui, comme Florence par exemple. D'autres vont s'opposer. Donc il arrivera à descendre sans trop d'encombre jusqu'à Naples pour combattre les Aragonais qui étaient sur place à l'époque. Et puis très vite, il y a une coalition d'États qui se fait avec Venise, le pape, l'empereur, et qui soutiennent les Aragonais. Et le roi va avoir beaucoup de mal à rentrer. Et après, toutes ces guerres qui se succèdent sont qu'une série de renversements d'alliances. C'est très compliqué, donc vaut mieux pas qu'on Non, entre on dans va ces pas rentrer détails. dedans. Mais On va perdre tout le monde. Mais sinon. c'est pas stable en fait, comme l'Europe à ce moment-là est assez du instable. tout. Non, c'est vrai. Bah, il y a des grands États assez stables, comme par exemple le Royaume de France, qui est réputé pour ça, le Royaume d'Espagne. Et puis, il y a des choses plus instables, effectivement, et cette Italie apparaît assez instable. C'est pour ça que ça en fait une sorte de proie un petit peu tentante pour un grand État comme le Royaume de France, pour l'Empire, le Saint-Empire germanique, pour le Royaume d'Espagne, effectivement.
Parce que c'est morcelé, donc Mm. tout le monde veut sa part du gâteau, quoi. Exactement. Et c'est Et l'Italie. c'est donc un bon panettone. Voilà, parce que c'est un des grands foyers de la Renaissance, donc on sent qu'il y a des richesses, il y a plein de choses à découvrir. C'est là que les choses nouvelles se font. D'autant plus que la Renaissance en Italie, enfin à Florence, elle a commencé plus tôt qu'ailleurs en Europe. Il y a un peu ça aussi. Donc, Oui, est-ce que oui, ça participe au rayonnement culturel bien sûr. de ces territoires? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a ce rayonnement culturel effectivement extraordinaire. À Florence, à Venise, Rome, bon, tout ça, ça scintille pour. Il y a du prestige. Il y a du prestige, il y a de la richesse, il y a beaucoup de choses qui attirent un roi comme le roi de France, qui rêve de se faire couronner empereur comme François Ier.